Ceci est une histoire qui revient, une histoire inédite, pas encore publiée. Un roman qui se murmure à l'oreille, lu à une seule voix. Chaque semaine, des chapitres de plus, racontés comme un roman feuilleton. Bienvenue dans l'Histoire continue. Je m'appelle Léna Paul-Le Garec et je vous raconte la toute première histoire, celle de la fille aux yeux mentalo. Acmé. Le mot partir, comme un caillou dans la poche, seul soulage. Guy Goffet, un été autour du cou. J'y retourne chaque matin. De la maison, il n'y a pas de bus et la voiture est vendue. Alors je m'y rends à pied. C'est loin, la rue Jacques-Prévert, presque 1 heure de marche. Mais ça me fait du bien. Activer mon corps, changer de décor. Je longe la route de la déchetterie, passe la patte d'oie du lotissement des gens de la ville, un lotissement résidentiel, un lotissement chauve-souris qui ne vit qu'à la tombée de la nuit. Je poursuis jusqu'au rond-point de l'église. Là démarrent les lampadaires et les trottoirs. Je découvre une boutique près de la poste, une autre fermée un peu plus loin, le néon tout neuf de la pharmacie, les nouveaux géraniums devant la mairie, une affiche sur une vitrine qui annonce un vide-grenier. Je découvre la petite ville qui vit. Ça vapote, ça joue du mobilier, ça emprunte des rêves préfabriqués, ça construit et ça s'endette sans bruit. Je pousse désormais la porte sans appréhension. Je prends un café allongé et parcours un quotidien régional. Parfois, je relis le journal de la veille ou de l'avant-veille. Ici, pas de course à l'actualité. Rien ne presse. Spectatrice muette, j'ôte désormais mon manteau, goûte à ces nouveaux rituels, et de temps en temps, je traîne jusqu'au déjeuner. Je m'assois à la même place, près du billard, poste privilégié pour l'observation. Dans ce bar au 3W, je regarde les gens qui défilent ou fréquentent l'endroit. Qui sont-ils? Ces êtres qui ne sont ni au travail ni en cours. Que viennent-ils chercher? Pas un café, ils en ont chez eux forcément. Je découvre un lieu inédit, un monde, dans lequel je n'aurais pas eu l'idée de me rendre. Je crois que je commence à apprécier, d'associer ma solitude invisible à celle des autres. Je me demande au bout de combien de temps on fait partie du sérail. On est considéré comme un habitué. Combien de jours, combien de vers, combien de mots? Un habitué dont on sert le verre sans passer commande, vous voyez. Un habitué à qui l'on offre un petit dernier pour la route. Un habitué à l'exemple de mon voisin. Il est là souvent. Je dis souvent, mais en fait, il est là tout le temps. Il encombre sa table d'une anarchie de livres et de carnets. Il couche des mots et parfois il ouvre son ordinateur. Il a rituellement un mot pour chacun. Aussi, nous échangeons quelques banalités. Elle a l'air de vous intriguer. Pardon? Minty, la serveuse. Elle semble vous interpeller? Je ne sais pas. Puisque nous sommes assis là depuis quelques jours côte à côte, je me permets de me présenter. Vincent. Je m'appelle Vincent. Bonjour Vincent. Moi c'est Anna. C'est comme ça que nous avons commencé à causer. Du bar, des habitudes du quartier et des apparences du rien. Vous avez vu, Anna, dans le journal, cette femme victime d'une erreur judiciaire qui s'est évadée de prison? Oui. Je trouve cela héroïque d'oser échapper ainsi aux injustices du sort. Vous écrivez, Vincent? J'écris, je gribouille plutôt, dit-il en me tendant une carte de visite. Vous voyez toutes ces notes amoncelées? Eh bien, à partir de cela, je tente de composer une vie. Certaines existences méritent un récit, vous savez, ou au moins un bout de chanson. Plus tard, Vincent me prêtera ses carnets. Il me les mettra à disposition, il me les confiera. C'est à lui que je dois ce que je sais, ce que vous savez, vous aussi, désormais, sur Minty. Grâce aux notes de Vincent, j'ai pu reconstituer une partie de son histoire, la traduire en mots, et vous raconter sa vie jusqu'ici. Ces mots, ce sont aussi un peu les siens, une sorte de main à l'oreille, de transmission des bruitements. C'est ainsi que naissent les légendes, n'est-ce pas? Dans ce bar, au 3W, je connais maintenant 3 prénoms. Vincent, l'écrivain public. Mike, le patron à l'apparence peu commode. Et Minty. Minty, j'attends qu'elle entre dans la pièce.
Non, j'attends qu'elle apparaisse. Je détaille tout d'elle. Je la scrute sous toutes les coutures, de ses épaules légères à son rire de pleine lune. Et l'envoûtement opère. Le noir renonce. Elle est si différente. Elle, la jeunesse, la fougue, la foi, le tourbillon d'artifice, le feu de la vie. Elle est artiste d'elle-même. J'ai mis du temps à m'en rendre compte tant j'étais focalisée sur ma douleur. Et un jour, j'ai deviné la sienne. Elle m'a cloué les yeux, elle m'a sauté au cœur. J'ai senti la vie ingrate. J'ai saisi les cicatrices de ses rêves au cou, ses joies lardées de mélancolie et les traces des saisons superposées. Et le destin écorché, déchiré, morcelé. Les pires secrets sont invisibles. Minty est un soleil sombre. À force de la fixer de la rivée, elle me dépouille de mes certitudes. À force de la dévisager, j'y vois aussi un air familier. Des traits communs. Le sentiment étrange d'une apparition, d'une vision trouble, l'ombre d'Adrien. Et si Minty était sa fille? Jusqu'à présent, j'ai cru à une maîtresse, mais, vu son âge, il pourrait peut-être s'agir d'un enfant caché. J'aurais jamais cru que ça tournerait comme ça. Cette nouvelle hypothèse aurait pu être un soulagement. Une fille et non une maîtresse. Au contraire, elle fut une pagaille intérieure. Un autre séisme encore. Je me demande malgré tout si tous ces scénarios échafaudés ne me permettent pas de me tenir à distance de moi-même, de me hisser au-delà du deuil, là où s'édifient des remparts contre la folie. Nos interrogations nous retiennent au monde, n'est-ce pas? Ma cervelle s'embrase. Il m'a trompée, flouée, avant, il y a longtemps, a eu une enfant avec une autre. Tout ce temps, il a eu une double vie, une existence souterraine, des années de mensonges, des relents de leurre, de trahison, de polygamie. Il a tout brisé, tout déchiré, tout. Nos serments tacites, nos vœux de ne faire qu'un, nos croix de bois, nos salives au sol, nos prières d'un amour fidèle et éternel. Ne restent que les châtiments. Malgré l'écrasement des sentiments, je tente de calculer, de savoir quelle année, avec qui. Vais au grenier chercher les albums photos, passe en revue toutes les filles du lycée. J'épluche les trombinoscopes, scrute les yeux verts, examine l'ovale des visages, les courbes des cous, le galbe des nez, les lignes des oreilles. Avec qui? Je comprends mieux pourquoi elle vivait si bien le traumatisme des fausses couches. Jamais de plainte, jamais de reproches. S'il ne m'en voulait pas de ne pas avoir pu lui donner d'enfant, c'est parce qu'il avait déjà une autre famille, forcément. C'était facile, avec ses interventions de pompiers, de s'absenter. Longtemps, à tout moment, sans que je soupçonne quoi que ce soit. Je comprends mieux pourquoi il ne souhaitait pas que je m'occupe des lessives de son équipement. Pour ne pas sentir les odeurs d'hypocrisie, ne pas découvrir les traces de duperie. D'ailleurs, peut-être ne s'est-il engagé rien que pour cela, pour lui fournir des alibis pour aller voir sa fille. L'adage dit donc vrai. L'amour rend aveugle. Mais peut-il à ce point éclipser notre bon sens, occulter notre prudence et plonger notre raison dans une cécité totale? Et voilà que ça s'emballe, que reviennent à ma bouche des mots inconnus, des mots canailles et outrageants. Espèce sale traître! Espèce de sale traître! Je repense à ma scène au cimetière. J'ai honte. Honte d'avoir traité sa fille de nom en paix. Comment ai-je pu laisser monter en moi ces mots monstrueux? Comment ai-je pu les laisser se dire, se rouler hors de ma bouche, se répandre, s'étaler? Pauvre petite. Ces mots, je dois les ravaler une bonne fois pour toutes et verrouiller ma bouche pour que plus jamais ils ne s'évacuent. Elle n'y est pour rien. Ce n'est plus à elle que je dois en vouloir, mais à lui. Une existence entière paisible, le calme rassurant des eaux du lac et depuis quelques mois, les montagnes slaves, de crêtes en plaine, de pitons en cavité. On croit sa vie gravée. Rien ne présage de la chute des convenances, ni de l'éboulement des évidences. J'en oublie les jours, j'en oublie les heures. En les voyant débarquer, j'ai su que nous étions vendredi et que survenait le soir. Ils ne m'ont pas aperçu, pas tout de suite. Ils font partie des chanceux à qui Minty fait la bise. Privilège des habitués. L'atmosphère s'anime et se réchauffe.
Les discussions frétillent, le son monte, le spectacle prend vite. Ça joue, chante et danse. De titre en titre, Minty, chewing-gum aux lèvres, se met à fourdonner « Résiste » de France Gall. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste, résiste. Vincent me propose de choisir une chanson au jukebox. Vous aimeriez écouter quoi, Anna? Un style en particulier? Oh, du rock! Eddie Cochrane, s'il y en a. Alors que je n'y comptais plus, un des collègues de travail me reconnaît. Un de ceux qui étaient venus à la maison. Oh, hors contexte, j'étais pas certain que c'était toi. Ne reste pas seule, Anna, viens te joindre à nous. Il y a encore quelques jours, j'aurais décliné. Mais dans ce lieu, désormais coutumier, j'accepte. Je me lève et rejoins le groupe. Je ne les connais pas tous. L'essentiel de leur conversation relève de l'univers sibyllin du bureau. Ils ont la courtoisie de me parler de tout, sauf de lui. Entre deux débriefs de réunion, je reconnais des prénoms, des histoires d'enfants, des bouts de congés. Mais toujours l'anglais revient. Ça parle de power de team, de point et de building. Ça tient à distance. Ils ont l'impression de faire partie d'un monde plus vaste qu'eux, en employant ces mots d'ailleurs. Les tâches élémentaires se muent en intérêts de grandes envergures. Le banal devient crucial. C'est comme cela, en me voyant avec eux, que les gens ont deviné, que Vincent a deviné, a fait le rapprochement. Des jours qu'elle ne me remarque pas et soudain elle me regarde. Enfin. Elle s'avance, vient vers moi. La gorge en détresse, la poitrine serrée, ma chair tremble. C'est vous, la veuve Grandlieu? Veuve, ce mot dans sa bouche me terrifie. Une confusion commune nous envahit, de l'ordre de la gêne. Le malaise est de courte durée. Minty ne peut pas rester, ne peut pas me parler, pas encore. Il y a trop de monde, trop de bruit, et Max et sa mèche coriace, que je vois pour la première fois, s'impatiente au comptoir. Bientôt, nous discuterons, et bien plus encore. En attendant, ses collègues me racontent. Maintenant que le mot veuve est lâché, que la sécurité est dégoupillée, ils peuvent me parler de lui. Ils me disent Adrien, leur affection et leur admiration. Adrien, la bonté. Adrien, l'amabilité toujours prête à offrir. Je retrouve mon Adrien. Et surtout, ils me disent les derniers temps. Ceux où ils répétaient apparemment. Oh, elle me touche, cette gamine, elle me touche. Je commence à comprendre, à circonscrire la nature de leur relation. Il est le seul à avoir osé, le seul à avoir agi pour que cesse le calvaire de Minty. Il est allé à la gendarmerie et a déposé plainte. Et l'histoire continue. Alors retrouvons-nous ici pour le prochain épisode. La suite vous attend. Et moi aussi.